Le premier point, c'est qu'on est à un moment de visibilisation croissante de la philanthropie dans la société française. Et un rôle, une visibilité croissante qui font donner le sentiment d'une évolution du point de vue de la réalité de notre organisation sociale, mais aussi de ses représentations. Et une partie des enjeux pour nous aujourd'hui et dans les semaines à venir, ça va être de faire la part de la nouveauté réelle et de la nouveauté dans ses représentations. Et l'idée générale est d'interroger la philanthropie, et là peut-être il y a une forme d'originalité, comme un élément de ce que le politiste américain Christopher Howard a appelé un État-providence caché, Hidden Welfare State, pour désigner un ensemble de politiques socio-fiscales qui sont structurellement invisibles et puisqu'elles opèrent par des déductions d'impôts et qui sont souvent socialement régressives, c'est-à-dire qu'elles opèrent une redistribution cachée vers le haut de la hiérarchie sociale et non vers le bas. Donc les questions qu'on se pose, c'est simplement de savoir comment l'État s'appuie sur la philanthropie pour se redéployer dans une période de crise idéologique et financière, et réciproquement, comment la philanthropie s'appuie sur l'État pour s'organiser et se structurer. Donc au fond, la question va dans les deux sens. Qu'est-ce que cette entrée par la philanthropie comme institution nous apprend sur la philanthropie, et qu'est-ce que l'entrée philanthropie permet de comprendre sur la régulation contemporaine de notre société? Ce sont un peu les questionnements généraux qui vont nous guider dans cette journée. Alors, d'abord, quelques points de précision. Je vais vous proposer deux réflexions introductives, quelques points de précision sur qu'est-ce que ça recouvre, le fait de parler de la philanthropie comme une institution, d'une part, et puis ensuite de présenter très rapidement quelques enjeux, et je laisse Henri faire le chronomètre et me dire quand je dois m'arrêter, évidemment. Alors, désigner la philanthropie comme une institution, ça veut dire d'abord qu'on va parler d'organisation, de fondation. Il y a différents véhicules qui servent à opérer le don philanthropique, et ces véhicules connaissent une diversification très rapide dans la société française contemporaine. Donc j'en ai listé un certain nombre: la Fondation reconnue d'utilité publique, qui est la plus importante, la Fondation sous égide, la Fondation d'entreprise, le fonds de dotation. Le plus important que la diversité des véhicules, c'est la dynamique de création de fondations qui nous intéresse. Plus de 50% des fondations existantes ont été créées dans les 40 dernières années, 40% depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'on voit une accélération du mouvement de création de fondations philanthropiques dans notre société, et c'est un point important. Deuxième élément de la philanthropie comme institution, ce sont un ensemble d'organisations, mais ce sont aussi un ensemble de dispositifs juridiques et fiscaux. Un ensemble de dispositifs juridiques et fiscaux, où là je ne développerai pas ce point-là parce que Michael Zemmour est sans doute en dira quelques mots, mais le point important là aussi est la dynamique. La dynamique, elle est très claire sur les 2 dernières décennies. Je cite un rapport sénatorial. L'avantage fiscal les déductions pour les dons philanthropiques a été régulièrement revalorisé dans les années 90 et 2000. Et contrairement au sentiment que la société française est rétive à la philanthropie, qu'elle a des barrières importantes, eh bien, un rapport de l'OCDE qui date d'avant les dernières modifications législatives, eh bien, indique que le dispositif fiscal français en faveur du mécénat est l'un des plus généreux au monde. Donc on a bien la réalité de cet État-providence caché qui se manifeste dans ces dispositifs juridiques et fiscaux dont il faut prendre toute la mesure. Là, j'indique simplement et rapidement, Michael le fera cet après-midi, l'évolution, vous voyez, regardez la progression annuelle, on est sur des progressions annuelles d'imputation budgétaire à 2 chiffres sur les dernières années. Alors, dernier élément de cette philanthropie comme institution, des organisations, des dispositifs juridiques et fiscaux, mais aussi, évidemment, pour nous sociologues et surtout dans l'amphithéâtre Durkheim, le don philanthropique est une norme d'intégration sociale et de contribution à l'intérêt général, qui est tout à fait distincte de la participation par les mécanismes de prélèvement fiscal d'un côté et de cotisation assurantielle de l'autre. Et pour revenir aux intuitions de Marcel Mauss, qui a vraiment posé la question du don comme une question pour les sciences sociales, le don, c'est une articulation complexe entre liberté et obligation, une articulation toujours à reprendre et dans laquelle le sentiment de liberté ne doit jamais nous faire perdre de vue la réalité de l'obligation sociale et de l'institutionnalisation des pratiques de la philanthropie. Et le fait que le don soit un système de relations institutionnalisé a plusieurs enjeux
des enjeux épistémologiques, faire la part du discours et de la réalité d'un secteur, des enjeux éthico-politiques. Marcel Mauss lui-même avait une grande ambivalence par rapport à la présence du don dans les mécanismes de solidarité, et puis des enjeux historiques qui nous appellent à revoir peut-être un certain nombre de convictions ou de certitudes que nous avons sur la construction de l'État fiscal et social en France. Mais en tout cas, il y a je crois, deux acquis majeurs de cette entrée sur la philanthropie en la traitant comme une institution. C'est de nous faire sortir de deux débats qui sont tout à fait, je veux dire, qui sont de faux débats ou qui sont des débats infalsifiables dans les questionnements sur le don. Le premier, c'est un débat philosophico, on va dire, anthropologique. Est-ce que le don est intéressé ou désintéressé ? Et là, je crois, il y a beaucoup de gens qui discutent de cette question, des anthropologues, des philosophes. On peut trouver une solution de compromis pour commencer la réflexion en se disant que le don allie toujours des enjeux symboliques et des formes de circulation ou d'échanges matériels ou économiques. Donc il n'y a pas d'opposition entre les dimensions symboliques et matérielles. Et le deuxième point sur lequel cette entrée nous permet de poser des jalons d'une réflexion empirique, c'est de considérer la philanthropie comme un élément de l'État, comme un élément de la construction des institutions. Et là aussi, on peut dégonfler des grandes oppositions entre ceux qui contestent le rôle de la philanthropie, qui s'opposeraient à l'État, et ceux qui, au contraire, louent son rôle comme permettant de dépasser les limites de l'action publique. Alors, après ces quelques réflexions liminaires sur qu'est-ce que ça veut dire de traiter la philanthropie comme une institution, je vais très rapidement évoquer trois chantiers qui vont nous guider dans cette journée et au-delà dans les travaux qui seront réalisés. Le premier, c'est de réintégrer la philanthropie dans la grande transformation des sociétés occidentales en général et de la société française. Donc de poser un diagnostic sur le présent qui intègre la philanthropie comme un élément de réflexion sur notre société. Le deuxième élément, c'est la philanthropie comme un élément de construction de l'État fiscal et social. Donc de s'appuyer sur ce diagnostic sur le présent pour relire le passé de notre société et de la construction de nos institutions. Et le troisième enjeu, c'est évidemment de réintégrer la France dans un ensemble de comparaisons internationales qui portent sur cette question. Donc trois enjeux que je développe les uns et les autres très rapidement. Premier point, donc, et je vais aller très très vite sur ces enjeux, de dire que la philanthropie est partie prenante, le renouveau philanthropique est partie prenante de ce qu'on pourrait appeler la période néolibérale. Et je crois qu'il faut là aussi lever une illusion ou un sentiment qu'on peut avoir rapidement, qui est de dire que le néolibéralisme est un repli ou une forme d'abandon du collectif. Au contraire, le néolibéralisme porte une recomposition du collectif, porte une manière nouvelle, mais qui est une manière de faire société qui n'est pas exactement celle à laquelle peut-être nous étions habitués. En tout cas, il y a une illusion de perspective à considérer le néolibéralisme comme un retrait dans la sphère privée. Le néolibéralisme est une nouvelle forme de conception du lien individu-société. Et si la période néolibérale est marquée par une augmentation très importante des inégalités de revenus en faveur des plus riches, que les travaux notamment de Thomas Piketty ont très bien documenté, cet écart ne peut en aucun cas être réduit à une sécession des riches par rapport à la société. Il y a au contraire, et la philanthropie en témoigne, une forme d'implication personnelle beaucoup plus importante dans la société. Et ça nous permet de relire y compris un certain nombre d'éléments du discours de justification que la philanthropie tient sur elle-même, et notamment l'importance très grande du registre de la transmission familiale dans la justification de ce secteur aujourd'hui. Donc, simplement, pour vous montrer le lien et la corrélation, ici, c'est une statistique qui s'appuie sur le cas américain et qui montre la corrélation très étroite entre, en noir, les dons totaux aux fondations et en rouge, l'augmentation de la part des revenus qui sont détenus par le pourcent le plus riche de la population. Vous voyez une corrélation quasi systématique, quasi exacte entre les deux aspects. Et qui invite à nous interroger, encore une fois, sur la philanthropie comme étant partie prenante de cette organisation sociale. Alors,
Si la philanthropie, c'est le deuxième point qu'il faut mettre en avant, à mon avis, dans la philanthropie comme élément de la période néolibérale, c'est de dire que si la philanthropie peut, et Alexandre en dira évidemment un mot, contester les prétentions de l'État à définir l'intérêt général, ça se caractérise par une hybridation des logiques d'intervention entrepreneuriale, étatique et managériale. Et au fond, pour nous, il y a un chantier de recherche évident qui se dessine, c'est de réintégrer la philanthropie et son discours dans la transformation de l'État lui-même et de sortir de l'idée d'un discours d'autonomie absolue de la société civile par rapport au pouvoir public. Deuxième point, deuxième chantier, la relecture que ce nouveau contexte nous permet de faire de la construction de l'État social. Ici, je ne vais pas revenir évidemment en long, en large et en travers sur notre tradition politique, mais simplement de rappeler que les travaux de Pierre Rosanvallon ont montré qu'à la Révolution, l'État s'était donné un monopole ou un quasi-monopole dans la définition légitime de l'intérêt général et que l'impôt, notamment progressif, s'était imposé comme un instrument privilégié de la solidarité. Les travaux de Nicolas Delalande, qui interviendra dans la matinée, l'ont montré. Et malgré tout, la philanthropie a précédé la Révolution et elle l'a suivie, elle l'a prolongée. Elle l'a prolongée, donc on a un grand intérêt, et c'est l'hypothèse générale dans ce deuxième chantier de relecture de la construction de l'État fiscal et social, c'est de redessiner de la continuité là où l'historiographie a plutôt tendance à souligner les ruptures. Donc de souligner la continuité révolutionnaire par-delà le moment de 1789, mais aussi peut-être de souligner la continuité qui a existé au moment de la création de l'État-providence au début du XXe siècle. Et ça nous permet aussi d'éclairer autrement le virage ou le renouveau philanthropique actuel en disant que sans doute il y a une nouveauté, mais que en partie, cette nouveauté est une nouvelle forme de désignation de réalités associatives qui ont continué à exister, à perdurer, y compris pendant l'âge d'or de l'État social de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, parmi les chantiers qu'on pourra développer, eh bien, l'idée de réintégrer les milieux sociaux dans l'étude des relations entre philanthropie et État. Ici, les travaux notamment du projet Europhil, coordonné par Christian Topalov et dont Anne L'Huissier nous parlera tout à l'heure, sont très, très symptomatiques. Les travaux de Chloé Gaborio sur le Conseil d'État ou les travaux d'Anne Monnier sur l'utilisation des distinctions républicaines pour récompenser les mécènes de l'Opéra de Paris, eh bien, voilà, sont autant d'illustrations des liens extrêmement étroits entre les acteurs publics et privés. Et parmi les autres éléments, bien, encore une fois, relire la désignation associative et non pas philanthropique d'un certain nombre d'acteurs qui ont existé et qui se sont redéployés dans la période contemporaine. Puis ça nous amènera, et ça va faire la transition avec le troisième chantier, à réintégrer le tiers secteur, l'économie sociale et solidaire dans les relations entre État, marché et société, dans la compréhension des secteurs sanitaires et sociaux en France. J'en viens donc au troisième chantier, et là c'est beaucoup plus des enjeux de manière très prospective que je vais développer. C'est d'utiliser la philanthropie pour renouveler la comparaison des modèles sociaux en intégrant la place des acteurs privés. Là, Alexandre en a dit un certain nombre, a donné un certain nombre de propositions dans son ouvrage, mais il y a un ensemble de travaux font apparaître la nécessité de sortir des références habituelles dans l'élaboration des comparaisons. Et je crois qu'il y a un immense intérêt à intégrer les acteurs privés pour donner à la comparaison entre la France et les autres systèmes sociaux une plus grande envergure, une plus grande complétude dans la saisie des institutions actives dans le champ de la protection sociale ou de la solidarité. Et réintégrer cette dimension de comparaison internationale nous permettra aussi de donner toute sa place aux circulations d'idées, d'acteurs, de pratiques dont la philanthropie est un des véhicules privilégiés aujourd'hui comme hier. Et dernier élément, rendre la France comparable en étudiant la philanthropie, ça voudra dire aussi s'intéresser au changement des vocabulaires politiques qui sont utilisés pour désigner la protection sociale. Et ici, il y a une réflexion qui va croiser des enjeux importants pour le LIEP, des enjeux en termes d'investissement social, qui sont une des manières contemporaines de désigner la philanthropie. Donc, après ces quelques mots, ben voilà, la journée d'aujourd'hui va être une manière d'ouvrir ces chantiers
de commencer à agréger des résultats et puis aussi de servir de lampe de lancement à un groupe de travail qui se constitue à travers des enquêtes et puis aussi à travers des discussions. Donc on va avoir dans la première table ronde qui va commencer tout de suite les interventions d'Elisa Schell, qui était l'auteur d'un ouvrage important sur gouverner les pauvres, qui comparait le RSA en France et une fondation philanthropique à New York. Et puis Alexandre Lamblay qui a écrit récemment aux presses de Sciences Po un ouvrage sur la philanthropie, tout simplement, et donc qui nous donnera un certain nombre des thèses qu'il a développées dans cet ouvrage. La deuxième table ronde qui commencera juste après s'intéressera beaucoup plus directement au chantier de relecture de la construction, de la tradition d'intervention sociale en France. Donc on aura des interventions de Mathieu Bréjon de Lavernier sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Nous aurons une intervention d'Anne L'Huissier qui donc nous dira quelques mots du projet Profil et puis aussi de ses travaux sur les aides alimentaires en Angleterre au XIXe siècle. Et puis une réflexion de Nicolas Delalande. Donc, beaucoup travaillé sur la construction de l'État fiscal, mais qui, c'est moins connu, a aussi beaucoup réfléchi sur ces questions de philanthropie ou de fondation philanthropique. Et les tables rondes de l'après-midi redévelopperont un constat, repartiront sur le chantier du diagnostic sur le contemporain en faisant apparaître les relations entre les acteurs privés, notamment les travaux de Sabine Rosier, en s'appuyant sur la place de la philanthropie dans les politiques socio-fiscales. Et là, c'est sur les travaux, les contributions importantes de Michaël Zemmour, notamment dans le cadre du LIEP que nous travaillerons. Et puis, Sylvain Lefebvre nous donnera un regard sur la philanthropie au Québec. Et puis enfin, la dernière table ronde, avant que les acteurs du secteur philanthropique ne donnent leur regard, et je les remercie de leur participation à cette journée. C'était très important de croiser ces perspectives académiques et d'acteurs du secteur. Eh bien, on s'intéressera à qu'est-ce que donne la philanthropie dès lors qu'elle est l'objet d'enquêtes empiriques dans des travaux de sciences sociales.